Allez, c'est parti. Vamos! Ravi de vous retrouver déjà, parce que c'est vrai que l'année dernière, presque il y a un an jour pour jour, on était dans cette salle, mais il manquait vous, hein, pour des conditions particulières. Du coup, ça nous fait très plaisir de retrouver les spectateurs qui ont suivi le parcours de nos deux champions qui vont nous rejoindre sur scène. On va faire un petit focus sur ce qui vous attend dans quelques semaines, puisque vous repartez quatrième Dakar. Du coup, Nicolas en parlait, vous avez pris la décision. Vous hésitiez à le refaire ? On hésitait. Alors, je vais d'abord commencer par vous remercier à tous. Remercier la ville de Toulouse et Nico pour tes mots qui me touchent et qui nous touchent. Merci pour ce soutien. Merci à vous tous. Alors, il y en a 2 ou 3 qui m'ont dit « Ouais, c'est sympa de nous avoir invités, mais pourquoi nous, on n'est pas partenaires ?» L'aventure, elle n'est pas juste avec des partenaires. L'aventure, elle est humaine. Ce que l'on vit à travers cette course depuis 4 ans, puisque ça sera la 4e édition pour nous, c'est une aventure commune, soyez-en sûrs. On vous amène, chaque année, on vous le dit, mais c'est la vérité, on vous amène un petit peu dans un coin de notre tête. Donc vous êtes là parce que vous êtes important pour nous. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu être présentes ce soir, mais qui nous accompagnent de la même manière. Donc c'est un sincère remerciement que l'on vous fait. Et cette année encore, effectivement, on va essayer de porter les couleurs de Toulouse et un petit bout de chacun d'entre vous, le plus loin possible et le plus haut possible. Sportivement, bien évidemment, on en parlera tout à l'heure, mais aussi, bien évidemment, pour les 5 associations que l'on parraine à travers notre association Los Amigos. Puisque cette course est difficile, il faut déjà avoir l'humilité d'essayer de la finir. Et pour nous, c'est doublement important parce que chaque jour passé, c'est un jour de plus où on peut parler de nos associations, à travers nos partenaires, bien évidemment. Donc on fera tout pour être le 14 janvier à l'arrivée de ce Dakar. Alors, ce qu'on va justement essayer de découvrir avec vous, c'est ce qui vous attend dans quelques semaines. Du coup, on va aussi s'appuyer sur les images qui vont défiler derrière nous pour essayer déjà de comprendre ce qui vous attend dans ce prochain Dakar. Donc, on commence du coup par ce Dakar en chiffres, avec du coup on peut dire c'est le Super Bowl des rallyes, hein. Il y a pas mieux comme parcours sportif, hein, j'imagine. Donc, comme vous le voyez, en fait, le Dakar, on le dit chaque année, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir de le répéter. C'est un des plus grands événements sportifs au monde. C'est au niveau sport automobile, c'est le 2e plus gros événement. Donc c'est le plus grand, en tout cas le plus grand et le plus difficile des rallye raids au monde. Donc c'est ce qui aussi nous anime, hein, et qui nous fait plaisir, puisque c'est aller se mesurer dans un rallye qui est à la fois mythique et à la fois extrêmement difficile. Donc on va ensuite s'intéresser à justement, vu que c'est une course, les concurrents. Oui, je t'en prie. Je rajoute, vous ne pouvez pas vous imaginer, je vais reprendre le mot de fierté de la ville de Toulouse, quand elle voit que dans l'une des plus grandes compétitions mondiales, médiatiques, sportives, qui arrive et qui talonne le Tour de France, hein, elle est diffusée aussi bien que le Tour de France et la Coupe du Monde de foot. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que l'on a quand on voit que dans une voiture qui participe à cet événement, il y a le logo de la ville de Toulouse. Et ça, je tiens à vous remercier parce que vous le faites quasi gracieusement. C'est une fierté pour nous, je le soulignais. Et des fois, je me pince, je me dis, mais c'est pas possible, le logo de notre ville sur une voiture qui participe au plus bel événement, à l'un des plus bels événements sportifs de la ville. Donc ça, moi, je voulais le souligner. Non, c'est sûr qu'on partage cet événement grâce à vous, mais c'est vrai que, bon, ici, on a plus l'habitude généralement de parler de rugby, mais quand on regarde ça de plus loin, c'est vrai que c'est assez extraordinaire de se dire qu'on a 2 enfants de Toulouse dans cette compétition.
c'était aussi impensable pour nous il y a quelques années. Hein. On en avait parlé un peu l'année dernière, on y est venu un peu par hasard d'abord à ce sport, avec la passion transmise, comme vous le savez, par mon papa, et puis au fur et à mesure des courses et des occasions, on a fini par pouvoir accéder à ce premier Dakar en 2019. Donc chaque année, même si c'est la 4e, on se demande encore parfois quand on regarde dans le rétroviseur comment est-ce qu'on a pu arriver à ça. Un cumul de beaucoup de choses, de chance d'abord, et puis, comme je disais tout à l'heure, d'une aventure commune. À tous les deux, on n'aurait rien fait si toutes les personnes présentes ici n'avaient pas été derrière nous. Donc c'est vraiment un projet et une aventure commune. Après, Nico, je te rejoins, tu dis qu'il y a une extrême fierté de voir le logo, mais pour nous aussi, c'est une extrême fierté de rouler avec un logo Toulouse sur la voiture. Il a mis longtemps à le préparer, le logo Toulouse, Christian. J'ai mis longtemps. D'ailleurs, tu verras qu'il sera un petit peu modifié sur la version définitive de la photo que je t'ai envoyée, parce que l'imprimeur n'a pas été à la bonne hauteur, donc... Il l'a refait en rose donc et qui clignote. Je l'ai refait en rose. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai que c'est une fierté de courir avec le logo de la ville de Toulouse, comme c'est une fierté de pouvoir arriver sur le podium final avec le drapeau catalan, parce que, comme le dit Eric tout à l'heure, quand on roule, on sent et on sait qu'on a non seulement toute une ville derrière nous, mais on a aussi tout un département derrière nous. Et ça, quand tu es dans ce genre de course, c'est très important de sentir ce soutien. Et nous, ça nous touche beaucoup. Et franchement, on est très, très fiers de ça. Merci. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu, du coup, pour un petit peu les néophytes dont je fais partie. Du coup, j'ai droit à un tuto amélioré ce soir. Du coup, les participants, donc il y a 1065 pilotes. Du coup, je vois qu'en majorité, ce sont quand même des Français. Du coup, vous avez plein de compatriotes dans la compétition. Il n'y a pas beaucoup de femmes, seulement 60, hein, si je lis. Ouais, de plus en plus, bien heureusement. Et du coup, alors 209 rookies, c'est des jeunes pilotes, c'est ça, qui n'ont pas fait. C'est les premières expériences. D'accord. Donc ceux qui participent pour la première fois, 130 légendes, donc des noms qu'on voit passer toutes les ans. Et 24 original by Motul, c'est ça, j'arrive pas. Ça, c'est les plus gros guerriers, ça c'est les motards anciennement appelés les mâles qui viennent sans aucune assistance, et juste pour leur sécurité, il y a l'organisation qui leur met à disposition en fait un petit endroit sponsorisé par Motul avec une malle pour leurs pièces, une malle pour leur effet personnel, et un coin où ils peuvent eux-mêmes se mécaniquer la voiture. Là, c'est encore... on aura l'occasion peut-être tout à l'heure de parler d'extraterrestres avec des coureurs de l'extrême là, pour des associations communes comme Vaincre la mucoviscidose, mais ça n'est d'autres d'extraterrestres. C'est encore un ton au-dessus, ça, effectivement. Et du coup, donc, dans les véhicules qui participent à la compétition, donc les motos, les quads, les voitures, les camions, les lightweight, du coup, c'est les buggy, c'est ça ? C'est nous. C'est notre catégorie. Ouais, donc c'est la deuxième plus grosse catégorie, comme vous le voyez. Hein. Donc d'abord, il y a les motos, hein, donc 145, et ensuite, donc, il y a notre catégorie, puisque c'est la catégorie montante du Dakar. L'année dernière, il y avait 80 machines à peu près au total, et là, cette année, donc 105 machines qui vont être en compétition. Voilà. Et donc nous, on est dans cette catégorie, lightweight ou véhicule léger. Lightweight, c'est en anglais. Okay. Du coup, on va essayer maintenant de découvrir où est-ce que vous allez nous amener, où est-ce qu'on va vous suivre sur la prochaine étape dans quelques jours. Du coup, traditionnel départ le 1er janvier. Du coup, votre réveillon, à mon avis, va... Bon, déjà, on danse pas cette année, donc vous êtes tranquille, vous ratez rien. Hein, mais je te remercierai de ne pas réveiller les mauvais souvenirs auprès de ma femme qui est là. Donc, d'accord. On avait dit qu'on ne parlait pas de ça. Effectivement, on n'est pas là cette année encore pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Ouais, mais c'est pour la bonne. Franchement, c'est pour la bonne cause, parce que quand vous faites un résultat et qu'en plus vous nous faites partager votre passion, pour le coup, vous êtes à demi. Enfin, moi, je vous excuse personnellement. Je négocierai avec votre femme après. On repart du coup donc sur l'Arabie Saoudite. Donc du coup, il y a plus de 8000 km de parcours, c'est ça Il y a exactement 8275 km.
Avec du coup, c'est vrai que c'est pas la destination qu'on connaît le mieux au niveau du paysage. Donc diversité des territoires, ça veut dire qu'il va y avoir, j'imagine, des parcours sableux, rocheux, montagneux. Ouais, c'est ça. C'est un pays qui propose une topographie complète puisqu'il y a un petit peu tout ce qu'il faut comme terrain de jeu pour notre sport. Cette année, le tracé est un petit peu plus sablonneux avec beaucoup plus de dunes. L'année dernière, on a eu un parcours qui était un kilomètre un petit peu plus long, mais qui était à 70% fait de cailloux et de sol dur. Cette année, on nous promet l'inverse avec 70% de sable et de dunes. Donc un peu moins de kilomètres, mais bien sûr avec des moyennes horaires qui sont plus basses dans le sable que sur les pistes caillouteuses. Du coup, vous le redoutez un peu plus, ce parcours, ou vous vous sentez plus à l'aise sur ce tracé par rapport à celui qui était moins sablonneux l'année dernière? Nous, le sable, ça nous va bien. Nos véhicules ultra légers sont quand même assez à l'aise sur ce genre de revêtement. Et Christian et moi, on est plus à l'aise en fait dans du sable que sur du dur, sur du caillou. Donc pour nous, c'était plutôt une bonne nouvelle d'entendre qu'il y aurait 70% de sable et notamment des dunes. On nous promet enfin les plus grandes dunes d'Arabie Saoudite. L'année dernière, on a eu pas mal de dunes, mais il n'y avait rien de trop extraordinaire. Cette année, apparemment, on aura notre dose. Alors on va basculer sur un film qui s'appelle les recommandations. C'est quoi en fait? Ouais, c'est ça en fait. C'est un extrait, c'est un film qui va parler donc des recos. Donc c'est-à-dire c'est une équipe qui part quelques mois avant le Dakar et qui va dessiner en fait le tracé, mais sur le terrain. C'est-à-dire vous allez le découvrir. Ils essayent de nous faire passer par des endroits improbables, à la fois en mêlant du difficile, mais pas de l'infranchissable, à la fois du varié. Voilà, donc on va vous laisser découvrir le film, c'est peut-être plus simple. Allez, c'est parti. Il m'apaise. Parce que voilà, il y a une forme de silence, il y a une forme de calme ici. Les notions de temps sont différentes. On a retrouvé cette sensation du désert, du vide, de la solitude. Depuis qu'on est ici en Arabie Saoudite, il y a surtout un vrai plaisir du retour au désert absolu. Et ça fait du bien d'avoir sa petite dose de désert de temps en temps, ça remet les choses à leur place. Je suis à la recherche d'un équilibre permanent entre le difficile et l'impossible. Je suis plutôt tout le temps sur le fil de savoir où je dois doser, comment je dois doser, pour que ça plaise aux uns et aux autres et que tout le monde y trouve, entre les amateurs et les pros, son chemin, son plaisir et son aventure. On met un waypoint en haut et on est ceux qui passent, non? Ok, on met un waypoint. C'est vrai qu'au départ, c'est une vraie feuille blanche et on a aussi une idée de ce qu'on veut raconter au travers du Dakar qui va venir, en fonction de ce qui s'est passé sur le précédent, des ressentis qu'on a eus, de tout ce qu'on a pu entendre. C'est ça aussi qui m'aide, qui nous aide à écrire le suivant. Je mets dans ma bulle, j'ai pris tous mes renseignements, je sais vers où je veux aller. Je commence à le gratter, puis je le partage après avec mes équipes. C'est quand même particulier ce qu'on fait, on est dans des endroits incroyables. On vit, voilà, on est tout seul ici au milieu du désert, on vit des aventures aussi. Mais c'est toute la journée dans les galères, les entraides, les petits mots à la radio, etc. Puis ça fait partie aussi de mon job, c'est de pouvoir les sublimer quelque part et de les garder avec moi pour sortir le meilleur d'eux et que ça, à la fin, le Dakar en sorte grandi. Il
y a quand même quelque chose de fort ici. Vous arrivez dans des immensités, vous ne voyez plus personne, plus vous cherchez votre route, vous ne savez pas si vous êtes sur la bonne ou pas. Il y a toujours une espèce d'appréhension de se perdre, pas se perdre, de rester bloqué. Si on trace le rallye, on ne le trace pas pour nous, on le trace pour eux. Le désert est quand même fascinant. Il peut faire peur, mais la peur fait aussi partie de ce qu'on a envie de trouver. Je crois qu'il y en a beaucoup qui la cherchent aussi. C'est une forme de se redonner, de chercher ses limites, de se repousser, de se chercher. Et c'est aussi enrichissant pour tous. C'est une libération, le désert, c'est un apaisement quelque part. C'est un apaisement parce que voilà, on se retrouve nous, le désert, le reste on l'oublie et ça permet de vivre autrement et différemment. Et quand on revient, le choc est toujours terrible. Du coup, j'avoue que je suis curieux parce que je me mets à votre place. Ça, c'est le film que vous avez découvert un petit peu comme nous pour nous la première fois. C'est quoi votre émotion quand vous voyez ça en tant que pilote? C'est de l'adrénaline, c'est du frisson, c'est une petite peur, c'est une appréhension. Comment, en tant que participant de cette édition, quand vous avez un petit peu le spoiler, on se croira au cinéma, c'est quoi votre première émotion? La première émotion, ce sont plusieurs émotions qui s'entrechoquent un peu comme d'habitude, même si d'année en année ça change un petit peu. D'abord, je crois qu'on est des amoureux des grands espaces, donc dans ce sport on est servi. Par rapport aux annonces, les recos sont un petit peu calés sur les annonces de 70% de sable, donc effectivement on voit de grandes étendues de dunes, etc. Donc il y a un sentiment un petit peu d'appréhension, parce que dans les dunes, ça peut aller très vite la journée, comme ça peut ne jamais se terminer. Donc il y a un petit peu d'appréhension. Il y a des choix stratégiques assez importants dans le sable, en fonction du temps, des températures, en fonction de beaucoup de choses. Il faut combiner en fait un ensemble de points. Et donc du coup, c'est de l'adrénaline, c'est sûr, puisque je crois que sans adrénaline, on n'arriverait certainement pas à rempiler d'une année sur l'autre sur ce genre d'événement. Et après, il y a de la joie, un peu de peur, un peu effectivement d'appréhension, un peu de tout ça, quoi. Et du coup, pour affronter dans quelques semaines cette compétition, j'aimerais que vous nous présentiez du coup votre équipe, parce que vous n'êtes pas que deux, hein, c'est vraiment toute une équipe qui est derrière vous pour pouvoir... On a la chance, et tout à l'heure on parlait de tous les participants du Dakar avec un plateau énorme, etc. Alors on part effectivement avec, en tant qu'irréductible gaulois toulousien, mais cette année c'est un peu particulier aussi pour nous. On va partir, on sera 5 Catalans sur le Dakar. L'année dernière on n'avait pas la chance de trouver des copains par là-bas, et cette année on a dans notre team qu'on va vous présenter, qui est le team BBR Can-Am France, qui nous a pris sous son aile depuis 2 ans maintenant. Et on a dans notre team un ami de longue date, Nicolas Fallou, qui est ici, et qui sera copilote d'un autre équipage SSV chez BBR, avec Davy Huguet. Donc ça renforce encore un petit peu. Tout à l'heure, on parlait de l'appréhension et tout. Et puis, quand on part à plusieurs, on se sent un petit peu plus fort. Et dans la catégorie auto, en catégorie T2, il y aura aussi Maxime Lacaro qui est ici, qui nous accompagnera cette année. Et avec son team et le nôtre qui se croiseront un petit peu sur des fonctions d'assistance, etc.
Maxime qui avait fait l'année dernière le Dakar Classique et qui, en ayant goûté à ça, est venu cette année en course par rapport à l'année dernière. Et il y aura le 5e que vous connaissez certainement tous au moins de nom, Sébastien Delaunay, un Rivesaltais qui lui est pro, copilote pro dans un team overdrive. Donc ça c'est... Et qui n'a pas pu venir ce soir puisqu'il est... Parce qu'il se promène à New York. Il se promène à New York, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est aussi la petite parenthèse qui nous tient à cœur et on remercie Maxime et Nico d'être là ce soir. Donc notre team BBR, c'est le même que l'année dernière. Pour des raisons Covid, l'année dernière, le team BBR Can-Am France n'est parti qu'avec 2 équipages. Cette année, nous serons 4, avec une structure démultipliée. Je pourrais le lire, mais enfin, je crois qu'il y a 3 ou 4 camions. On a le luxe d'avoir un camion hôtel cette année. Ils nous ont tout simplement fait un camion sur mesure pour pouvoir accueillir des dortoirs dedans et être un petit peu plus à l'aise que sur des tentes rigides. C'est une équipe qui est basée sur le centre de la France et qui fait ses preuves maintenant depuis un petit moment, qui a réussi bien avant nous à faire des résultats et qui talonne les 2 teams mondiaux actuels. Donc à nous d'être cette année à la hauteur pour aussi arriver à faire parler d'eux comme il se doit. Du coup, vous en parliez, c'est vrai que l'année dernière, c'était des conditions très à part pour le départ, parce qu'on n'était qu'au lancement des vaccins. Est-ce que du coup, ça s'est un peu détendu dans l'organisation, même si le Covid est toujours là, sur votre accompagnement? Du coup, vous avez dit qu'il y avait plus de personnes dans l'équipe qui pouvaient venir avec vous. Est-ce que ça a un peu modifié, ça s'est un peu détendu pour votre expérience qui est à venir, ou c'est toujours très rigide avec cette bulle hyper stricte? C'est un petit peu plus détendu. C'était surtout détendu jusqu'à il y a un mois, mais comme la situation française et mondiale s'est encore aggravée, donc on est revenu sur des protocoles qui sont quand même assez stricts. Je pense que c'est à peu près le même protocole que l'année dernière. La seule différence qu'il y aura, c'est que effectivement, quand on est vacciné là-bas, une fois arrivé là-bas et qu'on aura été testé 2 fois, on pourra un petit peu se balader dans le pays si on le souhaite. Dans une ville ou quoi que ce soit, alors que l'année dernière, dès qu'on était testé une 2e fois, on devait rentrer dans la bulle sanitaire Dakar et ne pas en sortir. Voilà. Sinon, il y a toujours les mêmes contraintes, donc vaccin, mais il faut quand même être testé avant de partir, test PCR aussi à l'arrivée, test PCR avant de revenir. Donc voilà, on est à peu près sur la même logique. L'année dernière, la problématique, elle avait été liée surtout au fait qu'il y avait des confinements toute l'année, donc il y avait un certain nombre déjà, le monde était en crise quand même, donc au niveau pour chercher des partenaires, c'était assez compliqué. Ensuite, il y avait des problématiques pour se déplacer dans le monde, puisque c'est quand même une course qui est mondiale, donc il y avait des pays qui étaient un petit peu, on va dire, interdites. Donc ensuite, le pays avait fermé ses frontières une semaine avant le départ, donc il a fallu réorganiser avec des charters. L'année dernière, ça avait été assez particulier, mais il faut quand même reconnaître le fait que c'est pas la plus grande course du monde pour rien, puisque c'est le seul événement qui a pu être organisé l'année dernière. Tous les autres rallyes ont été annulés. Voilà, donc malgré les difficultés, ils ont réussi à maintenir la course avec des charters, etc. Et ce qui va se passer cette année aussi, c'est-à-dire qu'ils ont tout prévu pour que, quoi qu'il arrive, il faut toujours toucher du bois, il peut arriver le malheur, mais quoi qu'il arrive, tout est fait pour que cette course puisse avoir lieu. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a, comme vous avez vu, quasiment 600 participants. Alors on va découvrir justement ce tracé. Tu voulais intervenir, Nicolas, peut-être? Moi, quand je vois la photo là, je ne peux pas m'empêcher de penser, Christian, au buzz que vous avez fait sur les réseaux avec cette photo. Moi, je pense que ça vaut le coup que tu nous l'expliques un peu, parce que ça avait été quand même un événement dans la petite sphère des réseaux sociaux. Ouais, je vais vous en parler. Donc c'est vrai que depuis toujours, lorsqu'on fait des courses, on a plaisir à déployer ce drapeau catalan, qui est un drapeau qui a une signification pour Eric et surtout son papa, puisque c'est un drapeau qui vient du grand-père.
Donc on a plaisir à pouvoir brandir ce drapeau, pas parce qu'on est foncièrement catalaniste extrémiste, mais plus parce que on a plaisir à montrer notre identité là-bas. Et ça avait fait le buzz. Hein. Et ça avait fait le buzz, oui, effectivement, puisqu'il y a une personne qui avait détourné un tweet sur Barcelone en disant qu'en fait on était les seuls Catalans à brandir ce drapeau. Et donc ça avait été repris par la Generalitat de Catalogne, etc. Et effectivement, on était arrivé à quasiment entre 2 et 3 millions de vues sur les réseaux sociaux. Voilà. Ils se sont plaints que les Catalans du Sud n'agitaient pas le drapeau catalan. Nous, on agitait le drapeau de mon grand-père. Ou le tissu de mon grand-père. Je pense qu'il m'aurait donné un caleçon, j'aurais fait la même chose avec un caleçon. Et ça a fait le buzz. Eux, ils ont repris ça pour la catalanité. Bon, on a trouvé ça rigolo. Du coup, alors on va découvrir ensemble le tracé qui vous attend. Normalement, si je suis bien. Et du coup, vous allez pouvoir nous expliquer à nous, aussi bien les néophytes que ceux qui s'intéressent un peu plus à la course. Qu'est-ce qui vous attend exactement ? Le tracé complet qui nous attend cette année, assez ramassé sur le cœur du pays. Donc ça va démarrer le 1er janvier avec une première étape. Je pense que tu peux passer le slide sur un transfert. Voilà. Donc cette première étape, qu'on profite de l'occasion pour vous la présenter avec l'agence Stéphane Plaza de Thuir. Et Patrice qui nous a fait l'amitié de nous suivre cette année. Donc une longue étape avec 834 km, mais ça sera essentiellement de la liaison puisque nous aurons une spéciale dite le prologue de 20 km qui déterminera en fait le classement pour la première étape du lendemain. Donc on sera déjà en course, mais avec de la liaison, c'est-à-dire un temps imparti, mais où on n'est pas tenu d'avoir des moyennes horaires très, très élevées. Ensuite, donc, on va enchaîner sur l'étape 1, présentée donc, par Midi Location Équipement, Thierry Prax et Eric Abadi. Cette étape donc, fera 546 km, dont 334 de secteurs chronométrés. Ça nous annonce déjà une étape copieuse, sérieuse. C'est une boucle avec beaucoup de sable, pas de dunes encore, une intermittence de cailloux et de pistes sablonneuses. Déjà des petits slaloms en navigation et un final où on nous précise déjà qu'il faudra être très prudent pour des grosses descentes immenses avec des sommets dangereux. Donc l'étape 2 donc, qui vous est présentée par le Leclerc, Lunel et le Goulou. Donc c'est une étape de 585 km. Donc c'est la première des étapes marathon. Donc chaque année on a des étapes marathon sur 2 jours, donc sans assistance. Là elle commence dès le début de la course. Donc c'est un petit peu pour écrémer entre guillemets. Donc c'est une étape donc qui va être une étape très sablonneuse avec les premiers cordons de dunes et qui va nous amener vers le bivouac marathon. L'étape 3. Donc, qui vous est présenté par l'Immobilier des Sacres, une agence immobilière sur Reims qui nous suit depuis quelques années. Donc c'est la deuxième étape marathon qui fait 554 km dont 360 de spécial. Donc là on part vers le nord, ça va être une étape en 3 temps.
Il y a donc une première partie avec beaucoup de cailloux et des pierres, et des pistes empierrées, pardon. Une deuxième partie avec du sable et des dunes, beaucoup de dunes. Et une troisième partie avec des pistes plus roulantes, avec des difficultés de navigation. Donc il faudra rester attentif. L'étape 4, présentée par Jean-Luc Samitier et sa belle entreprise Alinea côté enseignant. Cette étape 4, donc, on sera en route vers la capitale Riyad, une étape de 707 km. Beaucoup de pistes compliquées en nave, donc là, Christian va avoir du boulot. Et essentiellement, on nous prévoit les 150 premiers kilomètres très compliqués en navigation. L'étape 5, présentée par Lionel Ortolan et Pyrénées Palette. Nouveau sponsor cette année, on remercie bien évidemment. L'étape 5, elle fera 563 km, dont 348 en secteur chronométré. Ça sera une boucle. On va tourner plusieurs boucles, 3 jours ou 4 en tout autour de Riyad. Cette boucle, donc, il y aura un premier corps d'étapes complexes avec beaucoup de pierres et de rios. Et on nous prévoit les 60 derniers kilomètres très très compliqués avec les plus grandes dunes du pays. Donc l'étape 6, c'est la dernière étape avant la journée de repos. Donc c'est une étape qui est présentée par donc, la ville de Toulouse. Merci mon Nico. C'est la plus belle étape. C'est la plus belle étape. Souvent la plus dure. Une copieuse celle-là. Donc elle fait 635 km. Donc souvent avant la journée de repos, pardon. Donc ils nous mettent des belles étapes comme ça. On a 2 jours pour arriver. Donc c'est plutôt sympa. Donc c'est une deuxième boucle autour de Riyad. Donc c'est une étape copieuse comme souvent, comme je le disais avant la journée de repos, avec beaucoup de dunes et beaucoup de pistes sablonneuses. Donc après la journée de repos, donc l'étape 7 qui est présentée par Bati Béton, donc Patrice Sanchez qu'on remercie. Donc c'est une étape de 700 km, donc on monte un petit peu encore en pression. C'est une étape avec encore beaucoup de sable pour reprendre cette deuxième semaine une bonne centaine de kilomètres de dunes et en alternance d'un labyrinthe de pistes avec de la navigation très compliquée. Voilà. L'étape 8, présentée par le groupe Eurovia, nouveau sponsor aussi cette année de l'association. Cette étape 8, on l'a déjà bien étudiée puisqu'elle va être largement imbriquée avec l'étape 7 qu'il faudra obligatoirement finir correctement puisque l'étape 8 est annoncée certainement comme la plus dure et en tout cas la plus longue, 828 km avec beaucoup de sable mou, des dunes très techniques et on nous prévoit de finir de nuit, voire carrément dans la nuit. D'où l'importance la veille sur l'étape 7 qu'on a ciblée de terminer correctement. L'étape 9, celle des amis. Donc tous les amis qui nous suivent en partenaire particulier que vous voyez là sur le schéma, qu'on remercie bien évidemment. C'est les mêmes depuis de fortes années. Merci beaucoup les amis. Donc cette étape-là, cette étape 9, sera de 490 km. Une petite boucle, on nous annonce, demandant certainement moins de physique et plus de concentration pour la navigation. Là encore, Christian, comme souvent dans ce sport, sera sur le pont toute la journée avec de nombreux cols à chercher. Des cols, des pistes. Donc l'étape 10 qui est présentée donc par le Casablanca, restaurant marocain, donc avec Mimoun qu'on remercie, qui nous suit depuis de très longues années d'ailleurs. Donc une étape copieuse, encore une, donc de 757 km. Une étape roulante avec beaucoup de pistes. Une des rares étapes sans dune, donc ça pourrait être très rapide mais très piégeux évidemment. L'étape 11 qui nous est présentée par Technique Conseil et Camar, qui nous suivent également depuis plusieurs années. Donc une étape de 500 km, dont 340 de spécial. C'est la dernière boucle. C'est une étape très technique avec du sable mou et des dunes. Et effectivement, tout pourrait se jouer ici. Donc il faudra rester très attentif, même si on commence à arriver au bout. Et je laisserai Eric sur la dernière étape.
L'ADER, donc présenté par Esca Auto, Saïd, l'agence Suisse Lave de Toulouse, Henri Bonnel et Delnet Nettoyage avec Rémi Delherbe. Cette étape, c'est la dernière, c'est celle où on peut tout gagner ou tout perdre. Souvent une étape un peu moins longue, un peu moins technique, mais où la concentration de la navigation est toujours de rigueur. Et ensuite, on se laissera glisser vers Jeddah en liaison, un petit peu comme l'étape du prologue où on aura 600 km à peu près pour rentrer sur Jeddah et j'espère, Inch'Allah, comme ils disent là-bas, fêter déjà l'arrivée de notre 4e Dakar. Alors là, du coup, en ayant balayé le parcours qui vous attend, est-ce que nous, de l'extérieur, on peut se dire, bon, ben, à partir de l'étape X, Y, ça sent plutôt bon pour que vous arriviez jusqu'au bout, ou c'est vraiment, quoi qu'il arrive, chaotique jusqu'à la fin et il n'y a pas de garantie parce que c'est toujours la machine qui sera votre allié ou votre ennemi. Mais est-ce qu'à partir du parcours, on peut se dire, bon, bah, ça sent plutôt bon J'avais pas tout écouté parce que je suis sous le choc des photos que je vois que Christian vous a transmis. Ah ouais, non, il faut que vous sachiez qu'il n'a pas vu le support avant de la soirée. Heureusement, la photo juste après, je crois que j'étais tout nu, donc il a choisi la bonne, mais bon. Donc j'ai rien écouté, mais je suis du sûr coup, que par c'était rapport au nécessaire. parcours, moi j'ai écouté, non, honnêtement, jusqu'à la dernière, jusqu'aux 100 derniers mètres, Ça sert à ça, un copilote. on est concentré et alors je vais pas dire qu'on n'y croit pas, mais on n'y pense pas. Parce que, On se force à pas y penser, comme Eric tu as le raison. disait, tout se joue jusqu'à la fin. Voilà, tant que tu n'as pas passé la ligne d'arrivée, tout peut se jouer. On a vu quelques Dakar où des grands noms ont tout perdu sur les 100 derniers kilomètres. Donc on s'autorise pas en tout cas à penser à quelque chose avant d'avoir fini. On roule chaque étape les unes après les autres, on roule chaque kilomètre les uns après les autres et ce n'est qu'à la fin, une fois que tu as passé l'arrivée, que tu lâches tout. Mais psychologiquement, tu ne peux pas le... C'est vrai que tout à l'heure, tu nous demandais les sentiments qu'il y a avant la course. Pendant la course, c'est un sentiment assez bizarre où des fois, on pourrait s'emballer, un peu grisé par le moment. La fatigue nous fait peut-être parfois enlever un peu de lucidité. Mais là, je crois que on le vit avec beaucoup d'humilité, kilomètre par kilomètre, parce que la sanction dans ce sport, elle est très rapide. Tu peux très bien faire une spéciale de 700 km pendant les 600 premiers, être très bien positionné, puis un caillou que tu as mal évalué, t'arraches un demi-train et puis tu passes la nuit là-bas, quoi. Donc on se force en tout cas à ne jamais penser à l'arrivée. On a un préparateur mental qu'on remercie, Benjamin Domenech, qui ne peut pas être là ce soir parce qu'il fête son anniversaire. Et il nous a beaucoup aidé, et ne serait-ce que sur des protocoles de fragmentation un petit peu d'étapes. Ce qui répond à ta question, c'est que quand on part le matin, on ne part même pas pour faire 800 km. Si on commence à se dire le matin, tiens, aujourd'hui on part de Perpignan, il faut aller à Paris par les pistes et les dunes, bon, je pense que je prends le premier avion, je rentre à la maison. Et donc on fragmente un petit peu, on essaie par rapport à la topographie du jour, se fixer des objectifs sur 100 km, 150, 200 maximum. Et finalement, dans notre tête, ce sont des petites étapes dans chaque étape. Et si on commence à penser à, tiens, on est bien, peut-être que ce soir, souvent, il y a une sanction qui arrive avec la fatigue. Les premiers jours, peut-être pas, mais ensuite, la fatigue nous rattrape. Alors, je pense que Nicolas, tu seras du coup d'accord avec moi, parce qu'avec ton expérience avec l'équipe de France de rugby à 13, tu seras d'accord pour dire que c'est vrai que la préparation, c'est ce qui conditionne aussi le résultat. Du coup, j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment on se prépare à une telle compétition qui est justement à la fois humaine, mécanique. On fait des photos devant la porte. Très beau de... Non, cela dit, non, je tenais... c'est vrai qu'Eric ne savait pas qu'on allait mettre cette photo, mais je trouve extraordinaire, parce qu'on parle de mental, je trouve extraordinaire le mental qu'il a avec les heures qu'il fait et d'arriver toujours à trouver l'énergie, quelle que soit l'heure, que ce soit le matin, la nuit. Il continue sa préparation et il continue à courir. Donc
Des fois, je lui dis, mais souvent hein, d'ailleurs, je lui dis, mais t'es un fou. Voilà. Donc t'es un fou, mais voilà. Donc je trouvais que cette photo, elle représentait bien à la fois le physique et à la fois le mental. Donc c'est pour ça que je l'ai mise. Tu t'es bien rattrapé. Alors, effectivement, cette année, on s'est calé sur un peu plus encore de cardio que les années passées. Les Dakar se suivent, ils ne se ressemblent pas. On ne s'est pas engagé sur le premier Dakar avec les mêmes objectifs qu'on va avoir cette année. Et donc, ça demande un petit peu une adaptation à la préparation. Christian a beaucoup travaillé le cardio. Il y a un socle commun sur chaque année, c'est le gainage, le renfort des muscles profonds, essentiellement sur le copilote, puisque bon, ça on le répète toujours. Moi, les difficultés physiques au pilotage, je les vois arriver, donc je les anticipe. Lui, 80% ou 90% des chocs, il ne les sent pas arriver, donc physiquement, il faut s'y préparer. On s'est surpris l'année dernière à rouler un petit peu plus vite que ce qu'on avait l'habitude de rouler. On s'est rendu compte qu'effectivement, c'est bien, mais ça demande encore plus de prépa. Cette année, on a commencé la prépa fin août, un peu comme chaque année, même si on y montait crescendo. Cette année, on a été plus sérieux parce qu'on a effectivement quand même l'intention d'essayer de garder le rythme des dernières étapes de l'année dernière, un petit peu sur l'ensemble de la course. Donc essentiellement c'est alors du cardio du coup c'est alors j'imagine vu le legging c'est quoi c'est de la course à pied tu mets pas toi non plus avec le legging, ça suffit. D'accord. Beaucoup de courses à pied, du VTT quand on a un petit peu plus le temps le dimanche. Christian, c'est plutôt l'inverse, beaucoup plus de VTT que de course à pied. C'est un petit peu aussi, on essaie quand même d'aller chercher le plaisir. On cherche aussi des excuses et des possibilités pour aller courir. J'ai mes amis turinois là, qui sont toujours prêts à m'accompagner au-dessus de Sainte-Colombe pour aller faire quelques kilomètres. J'ai profité de la très belle occasion avec Thierry présent ce soir pour l'accompagner sur cette très belle opération dont on parlera tout à l'heure pour vaincre la mucoviscidose. Voilà, on cherche un petit peu les excuses pour faire du cardio. Et après, donc, ça se résume à ça. Comme on disait tout à l'heure en préambule, on n'est pas des pros, on a un boulot à côté, des familles, etc. Donc, quand on a un petit peu de temps, eh bien, on va effectivement faire du sport. Alors, c'est vrai que malheureusement, des fois, ça se joue le soir à la frontale. Mais on n'a pas le choix, on a signé. Et en termes de copilote, pour le coup, comment, alors, au-delà du physique, est-ce qu'il y a une autre préparation complémentaire que n'a pas forcément à faire le pilote, mais qui est plus liée? Non, okay, c'est vrai que ça fait partie de les entraînements, on n'est pas honte. Hein. Non, il y a... C'est essentiellement, donc, comme le dit Eric, moi ce que j'essaie de travailler, c'est plus les renforcements musculaires, hein, le cardio certes, mais le renforcement musculaire parce qu'effectivement, bon, ça secoue, enfin, vous allez le voir peut-être sur une prochaine vidéo, mais ça secoue quand même pas mal à l'intérieur et donc bon, autant quand on roule une étape ça va, mais quand on arrive à la 10e ou à la 11e, qu'on a 7000 km dans les trapèzes, ça tire un petit peu. Voilà, donc j'essaye de travailler ça. Et après, je pense que une des parties les plus importantes, c'est celle qu'il y a dessous, c'est la préparation mentale. C'est une activité, le copilotage, qui nécessite une concentration. Le pilotage aussi, hein, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations à gérer d'un coup. Et donc, ça nécessite, je pense, une certaine méthodologie. Et c'est vrai que Benjamin, qui n'est pas là ce soir, mais Benjamin m'apporte en tout cas c'est des techniques, des techniques de discours interne, des techniques de visualisation qui permettent d'essayer de rester le plus concentré possible pendant des longues durées. Voilà, donc c'est des préparations comme ça. Là aussi, c'est cruel le copilotage parce que on dit souvent, nous, dans le jargon Rally Raid, que l'étape parfaite en navigation n'existe pas parce que c'est tout simplement quasi impossible. Mais c'est cruel parce qu'on peut faire 700 km en ayant parcouru des cases du roadbook, peut-être 1500 cases de roadbook en ayant fait 0 faute. Et à 3 km de l'arrivée, tu loupes une case parce que justement, tu as anticipé l'arrivée.
et tu te prends 10 minutes dans la vue parce que tu te perds. Donc la concentration est bien plus compliquée à tenir pour le copilote que pour le pilote. Et le soir, quand vous arrivez au bivouac, du coup, alors j'ai cette image en tête des cyclistes qui se font masser parce que forcément sur le vélo pour faire passer cette douleur physique. Vous, comment ça se passe ce soir quand vous êtes au bivouac ? C'est Eric qui me masse tous les soirs. Ça c'est dans ses rêves. Est-ce que du coup il y a en fin d'étape vous avez une espèce de rituel pareil où vous devez vous faire masser parce que forcément rester longtemps en position statique. On a effectivement cette possibilité. Le Dakar propose effectivement un staff médical et paramédical pour ce genre de soins. Très honnêtement, on n'a souvent pas trop le temps. Quand on arrive, il faut débriefer de la journée avec les mécanos, expliquer les bobos de la voiture qu'on a pu sentir, les bruits, les contraintes qu'on a exigées qu'on a infligées à la voiture, pardon. Donc après, le cycliste il pédale. Hein. Nous, on est quand même assis dans la voiture, on a envie plus de se dégourdir les jambes. Mais on n'est pas dans une accumulation d'acide lactique comme un cycliste. C'est plutôt des douleurs de tassement. On est bien évidemment sur les normes FIA, on est vraiment sanglé à notre baquet, ce qui n'est pas forcément le top pour la colonne vertébrale. Et donc on encaisse les contraintes toute la journée. On a plutôt envie, pour répondre à ta question, de marcher, de se détendre, de s'étirer. Ça, on peut le faire individuellement. Et après, la journée de repos, on profite effectivement sur cette journée-là pour se faire masser. S'il y a des bobos avant, après, on consulte également. Mais sinon, tout se passe dans le cadre de notre staff à nous, quoi. Non. Et si je peux rajouter quelque chose, puisque tu te demandes comment ça se passe le soir, en fait, c'est très protocolaire. En fait, on a une espèce de routine. Donc effectivement, tu rentres, tu débriefes, etc. Moi en copilotage, souvent donc je vais aller chercher les informations du lendemain. Je prépare, donc je me fais des petites notes sur des espèces de scotch blanc que je vais coller au tableau de bord. On va nettoyer les casques, etc. Enfin, c'est tout un protocole qui a l'air de rien, mais tu enchaînes en fait. Après, tu vas manger et après tu vas aller dormir parce qu'il faut essayer de dormir le plus tôt possible parce que tu sais pas si le lendemain tu vas pouvoir dormir, quoi. Là aussi, le copilote a un petit peu plus de travail quand on arrive parce qu'il y a toutes ces informations. Là, on a donné les grandes lignes que l'organisation a bien voulu nous donner sur le descriptif des étapes. Mais sinon, les informations, en fait, on les a la veille à 20h pour le lendemain. Et donc, ça, c'est encore une information que le copilote doit prendre, interpréter, puis se noter. Parce que tu te doutes bien que sur une étape longue entre 6 et 10 heures, ou un kilométrage de 400 à 800 bornes, si tu ne te notes pas qu'on t'a dit qu'au kilomètre 450, il y a une difficulté, si on ne se le note pas en visuel, c'est impossible. Ça, c'est encore un travail du copilote la veille. Alors, on va découvrir une vidéo, c'est une caméra embarquée. J'aimerais que vous nous la présentiez avant de la découvrir. Si je ne me trompe pas, c'est sur le rallye du Maroc. C'est une autre compétition que vous avez faite il n'y a pas longtemps. Ouais, donc c'est une caméra embarquée qu'on a filmée donc sur le rallye du Maroc. C'était pendant le prologue du rallye du Maroc. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire ressentir, de voir un petit peu ce que ça donne de l'intérieur, puisque comme à part Nicolas qui a eu la chance de monter à droite d'Eric, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sait comment ça se passe. Donc là, voilà, ça vous permet de découvrir et vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Là, tu peux pousser le son aussi, puisque ça... Allez, 30 secondes. Ciao, Prayou. On se régale. On se régale. « 400 mètres, à gauche, léger. À 300 mètres, danger 2, trou et bosse. À 200 mètres, à 100 mètres, attention, on y arrive. Danger 2, trou et bosse. À 300 mètres, sûreté à gauche. 200 mètres, sûreté à gauche. À vue. Là, ok. À 300 mètres, danger 2. Après sommet, marche en montée. Après sommet, marche en montée. Danger 2. Danger 2. Après sommet.
100 mètres, marche en montée. À 100 mètres, après sommet, T à gauche. Ok. Après sommet, T à gauche. À gauche, Eric. À 200 mètres, danger 2, après sommet, en descente, droite-gauche. Après sommet, droite-gauche fort. Après sommet, là, attention. Droite-gauche. Droite-gauche fort. Ok, à vue. Ok. Gauche À 100 mètres, gauche moyen. Ok, à vue. Traverse le WED. À 400 mètres, danger 2, après sommet, ondulation. Virage gauche fort. Avec ondulation, danger 1. C'est là-bas. Ouais, c'est là. À 100 mètres, arrivée spéciale. Ok, à vue. Bien, Chris. Bravo, des annonces. Excellente mise en jambe, Christian. Allez, super. Toi aussi. Dommage qu'on soit dans sa poussière. Mais c'est nickel. Il y a une petite phrase que vous dites juste avant. Alors, je ne sais plus si c'est on prend du plaisir, c'est ça ce petit check, alors, c'est incroyable parce que du coup, c'est vraiment ce premier plaisir qui vous anime en partant tous les deux. C'était un moment particulier. C'était donc le prologue du rallye du Maroc, qui était pour nous le rallye de préparation pour le Dakar. Et on n'avait pas retouché la voiture depuis le Dakar en janvier dernier. Donc, comme on ne perd pas de vue que le but premier, c'est aussi de prendre du plaisir, dans les protocoles, justement, en préparation mentale, etc., on fait souvent ressortir ça. Il y a des phrases clés comme ça. On peut vous mettre dans la confidence de phrases comme on se dit tous les matins, quel que soit ce qu'il arrive aujourd'hui, ce soir à l'arrivée. Parce que quand on a des difficultés mécaniques ou autres dans la journée, on a bien sûr un temps imparti pour finir l'étape. Si vous ne finissez pas l'étape dans ce temps imparti, vous êtes disqualifié du Dakar et donc mis hors course. Et donc, c'est des phrases qu'on se répète qui peuvent nous motiver quand il y a de la casse ou autre pour trouver l'énergie et garder cet objectif constamment en tête. Alors du coup, c'est vrai qu'en étant embarqué avec vous, on se rend compte et de la technicité et aussi de la vitesse. Je trouve qu'on se traîne un peu sur ce prologue, mais en confondant la droite et la gauche, déjà on perd un peu de temps, puisqu'il n'a pas manqué, mon cher copilote, de marquer cette séquence. Tu l'as remarqué? Oui, c'est vrai. Il essaie de te mettre à ton avantage ce soir, visiblement. Mais attends, on est passé du legging, il me tarde les autres slides, parce qu'on est passé du legging aux erreurs de pilotage. C'est bien, c'est que vous avez juste passé 15 jours ensemble. C'est ça. Quelques jours, au moins, ça prépare psychologiquement. Ça fait juste 18 ans qu'on fait ça. Alors, on a balayé le parcours sportif. Moi, c'est vrai que l'année dernière, quand je vous ai rencontré pour cette présentation, j'avais été bluffé par le côté aussi humain que vous voulez transmettre dans cette compétition sportive et professionnelle. C'est au travers de votre compétition de chapeauter et de faire par ricochet bénéficier des actions qui vous tiennent à cœur. Et du coup, on va en profiter, nous aussi, pour les mettre à l'honneur et que vous nous expliquiez aussi comment vous les avez sélectionnés, en commençant par Joa. Du coup, ce que je voudrais que vous nous réexpliquiez, c'est que justement, au travers de votre parcours et de votre course, vous permettez d'avoir et de la notoriété et aussi de faire profiter les associations de manne financière pour elles aussi pouvoir travailler dans leur combat. Du coup, c'est vrai que c'est assez extraordinaire de se dire que il y a votre côté à la fois personnel et professionnel dans cette course, mais le côté humain qui est toujours là derrière et qui vous motive aussi dans ce parcours. Oui, ça ne devrait pas l'être extraordinaire, mais ça devrait être
systématique. Nous, on a commencé avec l'association Los Amigos par faire de l'humanitaire. Après, le sport est venu se mêler à tout ça. Et on s'est rendu compte tout simplement du fonctionnement triangulaire qui est juste magique. Le Dakar, avec la notoriété que ça amène de la visibilité. Les partenaires recherchent de la visibilité et à travers les sponsorings qu'ils peuvent donner, on peut alimenter des associations humanitaires. Je veux dire, le circuit, il est tout trouvé. Donc ça s'est fait tout naturellement. Mais il y a 4 ans qu'on fait le Dakar, mais il y a 15 ans qu'on baroude autour d'actions humanitaires. Donc ça s'est fait tout naturellement. Après, tu parlais de sélection, c'est pas une sélection d'associations, ça s'est fait tout naturellement. On s'est rencontrés parce qu'on est animé par les mêmes besoins et les mêmes convictions. Et donc on s'est rencontrés, ça a coulé de source. Nous, la jonction a été faite par Hugues Di Francesco du groupe Alchimiste qui nous a présenté et puis on a fait le reste. Et je vais le laisser parler parce que Joie, c'est une association. Bon, s'il devait parler de toutes les actions qu'ils font, je pense qu'on dormirait ici. Mais ce qu'il fait, c'est juste extraordinaire pour le bien-être des enfants hospitalisés. Ça aussi, ça entrechoque beaucoup de sentiments. Alors, Joie, je te laisse nous réexpliquer ou nous faire découvrir les actions que vous menez. Du coup, c'est vrai que du coup, Eric en a parlé sur le domaine hospitalier et les enfants, si j'ai bien suivi. Du coup, en quoi consiste l'association et quelles sont les actions que vous menez ? Alors, tout d'abord, je tenais à remercier une fois de plus Nicolas. Parce qu'il est fidèle, je veux dire, à ce qu'il dit. Il nous suit sur les réseaux depuis de nombreuses années. Vous disiez tout à l'heure que les likes sont réguliers avec Nicolas. Il m'envoie des messages, il fait des commentaires. Donc je sais qu'il suit tout à fait toutes nos actions depuis longtemps. Je tenais également à remercier donc Eric et Christian, bien sûr, pour ce 3e partenariat avec vous. Depuis déjà 3 ans où je mets des commentaires, je vous suis donc sur les réseaux par rapport à la course du Dakar. J'ai beaucoup de gens qui ne me suivaient pas et qui me suivent parce qu'ils ont apprécié le côté sportif et combatif que vous avez, mais surtout, je dis humanitaire. Humanitaire parce que des gens qui étaient contre le sport automobile nous ont rejoints. Donc je me dis bravo, c'est une victoire. Donc on ne peut que féliciter ce genre de choses. Quoi dire donc de plus pour l'association ? C'est une association donc, qui est née il y a 17 ans. 17 ans suite à un drame familial, la mort de mon petit-neveu, un enfant de 7 ans, qui est mort des suites d'une tumeur au cervelet. En quelques jours, donc on a voulu réagir avec la famille. Et donc depuis 17 ans, l'association n'a fait que grandir. Et j'en veux pour preuve, depuis 4-5 ans, l'association, je veux dire, tourne toute seule. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on est arrivé, depuis pratiquement 1 an, j'avais un peu peur avec le Covid, mais on a des partenariats pratiquement toutes les semaines. Toutes les semaines avec des grosses boîtes du département et même hors département. Donc je me dis, mais c'est que la communication fonctionne, nos actions plaisent et fonctionnent. Et je me dis, voilà, ça finit par payer. Ça a mis le temps, mais ça finit par payer, quoi. Voilà, donc encore merci à vous deux. Je vous dis merde pour cette nouvelle aventure. Et je voulais quand même préciser pour le côté humanitaire qu'en janvier dernier, donc en début d'année, vous étiez en pleine course, donc vous aviez d'autres préoccupations que l'association et puis des choses locales. J'ai fait appel à Eric par WhatsApp. On était chez une petite de 3 ans qui a une leucémie dans le département, la petite Emma, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux. Je t'ai demandé, Eric, de faire une vidéo et dans les quelques heures qui ont suivi, la vidéo est arrivée. Je l'ai proposé donc à la famille, à la petite Emma, qui était très émue et qui vous ont, je crois, remercié quand ils sont venus à la présentation de la voiture. Donc voilà, je voulais appuyer sur ce trait-là pour dire que vous étiez donc dans d'autres préoccupations, mais vous n'avez quand même pas oublié de faire cette petite vidéo. Donc je vous tenais à vous remercier infiniment. Alors, si on peut juste rentrer un petit peu plus dans le détail des actions que vous menez, explique-nous concrètement ce que vous faites. Alors les actions principalement, c'est donc d'aller dans les services pédiatriques des hôpitaux. Bon, vu la conjoncture actuelle, donc depuis 2 ans, ça nous a été difficile de faire
des actions, je dis, concrètes, c'est-à-dire dans le service. Alors j'ai proposé l'année dernière de faire un échange vidéo avec les enfants qui étaient dans leur service et nos bénévoles qui étaient dans une pièce de l'hôpital mais qui n'avaient rien à voir avec le service pédiatrique, afin d'éviter qu'on ne nous mette pas en cause d'avoir emmené le virus dans le service. Cette année, étant donné que la conjoncture, bon, elle est ce qu'elle est et qu'elle s'aggrave de plus en plus, j'ai proposé la même chose. Donc il y a déjà plusieurs semaines, j'ai essayé d'anticiper et de leur proposer donc de faire la même chose, c'est-à-dire un échange vidéo. Si la situation s'améliorait, chose qui m'étonnerait, on reculerait d'un pas et on irait dans le service faire la distribution des jouets. Mais les jouets donc, que l'association achète donc chaque année, la distribution se fera par les soignants directement dans le service. Alors une partie au moment des fêtes de Noël et une partie donc, tout le long de l'année au moment des anniversaires des fêtes et des hospitalisations des enfants ou lors des opérations, choses comme ça. Voilà, principalement, ce sont nos actions. Tout le long de l'année, on essaye bien évidemment donc, de trouver de l'argent et du financement, parce que nos actions ont lieu donc, dans les services pédiatriques de Montpellier, Béziers, Narbonne et Perpignan depuis donc, déjà 17 ans. Ben merci encore. Merci beaucoup, Dany, d'avoir partagé ça. Quand on nous a annoncé, après donc, notre inscription sur le 2e Dakar, que cette course allait se déplacer vers le Moyen-Orient et précisément vers l'Arabie Saoudite, c'est bien connu, le pays des femmes. On a tout naturellement, on a dit il faut appuyer là-dessus parce qu'on veut tout sauf cautionner ce que malheureusement ce pays proposait et continue de proposer, même si apparemment il veille à ce que ce soit à chaque fois de mieux en mieux. Et donc tout naturellement, on a dit il faut qu'on balance un pavé dans la mare et dans les associations que l'on parraine, il faut qu'on se rapproche effectivement de personnes comme Ève, Laetitia, Céline, qui, à travers leur association, filent un coup de main aux maltraitances. Et c'est dans ce sens-là que on a fouillé. La première rencontre était cocasse parce que je revois ces 3 bouts de femmes me voir arriver en se disant mais qu'est-ce qu'il veut lui ? Il veut venir nous aider, mais pourquoi ? Enfin, il y avait anguille sous roche. Mais tout simplement, on a cherché avec Christian sur les réseaux, etc. Si dans le département, il existait une association qui œuvrait pour ça. Et on est tombé sur Stop Violence 66. Donc tout naturellement, on s'est rapproché d'elle et ça nous a permis de découvrir tout le travail qu'elles font. Je crois, enfin, la dernière fois qu'on en a parlé, elles étaient rendues à, je crois, c'est 80 appels jour pour ce genre de maltraitance. C'est juste au XXIe siècle inadmissible. Mais on va laisser Ève plutôt parler de tout ça. Peut-être je vais rajouter un mot. Ce qui nous a vraiment touché et c'est vraiment ce qui nous a orienté vers Stop Violence 66, c'est le côté très pratico-pratique. C'est une association de terrain qui aide très concrètement les personnes, les femmes victimes de violences. Du coup, d'un point de vue juridique et d'un point de vue psychologique, elles en parleront mieux que nous, mais ce qui nous a vraiment séduit, c'est vraiment cet engagement sur le terrain. Aujourd'hui, il existe quelques structures, mais qui sont plus là pour donner du conseil, mais là c'est vraiment c'est du terrain, quoi. Elles y sont, quoi. Elles y sont vraiment au soutien de ces femmes-là, et ça nous a énormément touchés. Du coup, tu vas pouvoir nous expliquer, parce qu'en plus, l'association est récente. Et du coup, comment vous vous êtes dit il manquait cette structure dans l'univers justement des associations ou des leviers pour pouvoir appuyer à un moment donné sur un bouton d'urgence et se sortir de situations quand on est une femme ? On est parti du principe que plus il y aurait des associations qui défendraient cette cause, mieux ce serait, et qu'on avait quand même un travail à faire, qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient dans le besoin de conseils, d'orientation. Et donc on a décidé, on était 3 et on a décidé de monter cette association. Donc l'association Stop Violence 66 est une association de lutte contre les violences faites aux femmes. Malheureusement, les chiffres relatifs à ces violences sont effrayants. Pour exemple, aujourd'hui, au 9 décembre 2021, on est à 107 femmes qui sont mortes sous les coups de leurs compagnons à l'échelle mondiale.
une femme est victime de violences psychologiques ou de violences physiques toutes les 3 minutes et une femme est victime de viol ou de tentative de viol toutes les 7 minutes. Donc il faut agir. On a décidé d'agir. Donc l'association, c'est tout d'abord une permanence téléphonique, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui écoute tout d'abord ces femmes, qui les oriente, qui les conseille. Ce sont aussi des permanences physiques qui se déroulent sur 3 sites. Perpignan, Le Barcarès et Elne. Voilà, on aide ces femmes à faire toutes les démarches qu'elles souhaitent. Donc, il faut communiquer sur cette cause. Communiquer, c'est informer, et informer, c'est prévenir. Donc, il est essentiel de faire des actions. Nous, on a choisi de faire 2 actions là en cette fin d'année. La première, ça a été tout d'abord de demander à Jean-Claude Martinez, qui est professeur de théâtre et auteur, d'écrire une pièce de théâtre sur les violences conjugales. On a d'ailleurs, à l'occasion du 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte pour l'élimination des violences faites aux femmes, il a été joué quelques scènes de cette pièce de théâtre et on l'espère que cette pièce pourra se jouer dans de nombreuses communes et pourquoi pas à Toulouse. Et donc voilà, le but de cette pièce, c'était tout d'abord de libérer la parole et de sensibiliser le grand public sur toutes les formes de violence, parce qu'il n'y a pas que la violence physique, il y a aussi la violence psychologique, la violence morale, et ces violences sont tout aussi destructrices que les violences physiques. Donc on a voulu mettre ça en lumière. Et la seconde action qu'on a menée, qu'on mène maintenant, ça a été la distribution de sacs à pain. On a distribué 100 000 sacs à pain dans le département pour sensibiliser à cette cause. Et en fait, ces sacs à pain, d'un côté, il y a les numéros d'urgence avec le numéro de l'association, et de l'autre côté, il y a le violentomètre, qui est un outil formidable, qui est en fait une règle graduée, qui, avec des situations concrètes, permettent à toute personne de savoir si elle est dans une relation saine ou si elle est dans une relation qui la met en danger. Donc je l'ai dit, il faut communiquer le plus possible pour libérer la parole, pour permettre à ces femmes de dénoncer les violences qu'elles subissent. Donc c'est pour ça qu'on dit un grand merci à Eric et Christian. Merci de nous permettre de communiquer. Merci de nous permettre d'avoir une visibilité, c'est très important. Et merci de nous épauler, de nous accompagner depuis le début, parce qu'on est, comme on l'a dit, on est une jeune association et vous avez été là dès le début, vous nous avez aidés dès le début, même si c'est vrai que la première approche a été un peu compliquée. Mais voilà, donc on vous remercie infiniment. Laetitia est présente aujourd'hui. Céline n'a pas pu se libérer, mais aujourd'hui, moi, je suis très contente d'être là, de partager ce moment avec vous. On vous remercie pour tout. Donc on est très reconnaissante et donc on vous souhaite une belle aventure, de belles rencontres et aussi de belles réussites. Merci Ève. Et du coup, merci Laetitia aussi qui est dans la salle pour représenter l'association Stop Violence 66. Autant des fois, certains participants choisissent une cause et ça balaye ou ça rayonne autour dans un domaine. Vous avez choisi de mettre en lumière des domaines complètement différents. Oui, malheureusement, il doit y en avoir des centaines d'associations qui font un travail extraordinaire et qui auraient besoin de soutien. Nous, humblement, 100% grâce à nos partenaires que vous voyez tout au long de la soirée, on peut filer un petit coup de main et c'est tant mieux. Un travail comme André fait auprès de vaincre la mucoviscidose, alors une maladie maintenant que vous connaissez tous parce qu'on entend parler de plus en plus, mais encore pas assez, qui manque bien sûr de moyens pour la recherche notamment, etc. André peut-être nous en parlera. Et j'ouvre juste une parenthèse parce qu'il est bien trop humble pour en parler, mais il y avait une action ce week-end pour vaincre la mucoviscidose, parrainée par Thierry Danzin, que vous connaissez sans doute sous le nom d'Attila, qui nous fait la gentillesse d'être présent ici. On parlait de Martienne tout à l'heure, alors ça c'en est un.
Le bonhomme, après avoir traversé l'Islande avec un copain à pied, bien sûr, sinon c'est pas rigolo, et fait 1000 km pour traverser la France. Tout ça, bien sûr, c'est pas pour son petit plaisir, c'est uniquement pour vaincre la mucoviscidose. Eh bien, le week-end dernier, il a juste enchaîné, le bonhomme, 24 heures de course à pied non-stop. Samedi, il est parti à 10h du matin. Ne sachant pas quoi faire, il a fini dimanche à 10h du matin. Et il a enchaîné ce qu'il s'était promis de faire pour vaincre la mucoviscidose, 5 marathons. 5 marathons, si on calcule bien, ça fait 211 km. Là où je le trouve encore plus surhumain, c'est qu'en regardant sa montre, il a vu qu'il manquait un peu de temps, il en a rajouté 6 de plus et il a fait 217 km. J'aime le sport, j'aime le dépassement de moi dans le sport. Je trouve que c'est souvent une épreuve en fait dans la vie qui nous fait grandir. Mais j'ai eu la chance de faire quelques kilomètres à côté de lui. J'ai été plus qu'impressionné, et tout ça pour la cause de vaincre la mucoviscidose. Je ferme cette parenthèse, mais Thierry, bravo. André, du coup, expliquez-nous ce que vous faites avec l'association Vaincre la mucoviscidose. Oui, alors avant toute chose, je voudrais remercier Eric et Christian de mettre en lumière notre association, et c'est aussi grâce à notre ambassadeur Attila, parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et je voudrais dire que ce que vous faites est remarquable, mais vous êtes remarquable, parce qu'il faut de la générosité, et comme on a besoin de soutien vraiment du fond du cœur, merci. Tous les 3 jours en France, un enfant naît atteint de mucoviscidose. C'est une maladie invisible d'origine génétique qui détruit progressivement les poumons et le système digestif. 2 millions de Français sont porteurs sains du gène défectueux de la mucoviscidose et peuvent le transmettre à leurs enfants sans le savoir. Et c'est comme ça qu'il y a 12 ans, notre petite fille est née. Et la mucoviscidose a débarqué dans notre famille. Donc, après un petit moment d'étourdissement, bien sûr, on a décidé de réagir, et on s'est rapproché de l'association nationale Vaincre la mucoviscidose parce qu'il nous fallait faire quelque chose pour elle, pour nous, pour nos enfants. Et on est devenus les représentants départementaux de l'association. Et depuis lors, on fait des actions, on organise des virades de l'espoir, des concerts, on sollicite des associations pour qu'on nous soutienne, parce que seul, on a beaucoup de volonté, mais on n'était pas très doué pour ça, mais bon, voilà, on s'est pris par la main et on a œuvré. Et le but, c'est de collecter des fonds pour mener à bien les 4 missions prioritaires de notre association. C'est d'abord, la première, évidemment, c'est financer la recherche, parce que notre but, c'est de guérir nos enfants le plus tôt possible. C'est aussi de financer la recherche pour les soigner, parce qu'il faut les maintenir en attendant la guérison dans le meilleur état de santé possible. Donc, c'est améliorer les traitements et les soins, des soins qui sont quotidiens, lourds, contraignants. C'est aussi les accompagner dans tous les aspects qui bouleversent la vie quand on est malade. C'est au niveau social, scolaire, professionnel maintenant, parce que l'espérance de vie a progressé, donc il faut aussi s'en occuper. Et puis, c'est aussi informer les familles et sensibiliser le public à cette maladie. Et tout ça se fait dans la rigueur et la transparence. C'est ce qui a fait qu'on s'est rapproché de cette association. La recherche a beaucoup avancé ces dernières années, et nous devons un nouveau médicament qui est qualifié dont les effets sont qualifiés de spectaculaires. Nous le devons à un laboratoire américain. Ce traitement a tardé à venir en France. Dans d'autres pays, d'ailleurs, il n'est pas encore distribué. Mais parce qu'en fait, le laboratoire en demande un prix élevé, et le gouvernement français a essayé de payer le moins cher possible. Voilà, des affaires d'argent. Donc, notre association, en partenariat avec l'association Grégory Le Marchal, a lancé une grande action de plaidoyer. Et lors de notre assemblée générale, le 28 juin dernier, Olivier Véran est intervenu pour dire « ça y est, un accord a été trouvé ». Donc, depuis juillet, ce traitement est disponible
en France. Et c'est vrai que pour certains, les effets sont miraculeux. Plus de 15% de capacité respiratoire, moins d'exacerbation, donc moins de prise d'antibiotiques, une prise de poids. Et pour certains même qui étaient en attente de greffe, leur greffe a été suspendue. C'est dire si les effets sont quand même miraculeux. Mais pour autant, il faut se garder de toute euphorie parce que ce n'est pas la guérison. Et la maladie est toujours là. Et même si on peut espérer que ça stabilise la maladie, il faut quand même patienter pour voir si dans la durée, si dans le temps, les effets ne se dissipent pas et s'il n'y a pas la survenue d'effets secondaires importants. Mais bon, quand même, c'est une grande avancée. On peut raisonnablement penser que fin de semestre, du premier semestre 2022, 85% des patients pourront bénéficier de ce traitement. Malheureusement, il y a 15% des patients qui n'y sont pas éligibles, et c'est le cas notamment de notre petite fille. Alors, certains ne sont pas éligibles parce qu'ils ont été déjà greffés et qu'ils ne peuvent, en l'état actuel de la recherche, se permettre de risquer des interactions médicamenteuses entre le traitement anti-rejet et ce nouveau traitement. Donc, il faudra attendre, voir s'ils peuvent le prendre. Enfin, des recherches doivent être entreprises. Et puis, il y a ceux qui ont un profil génétique plus rare, des mutations rares, c'est le cas de notre petite fille. Et je peux vous dire que si sincèrement on se réjouit de ces avancées et du bonheur des autres, c'est extrêmement douloureux de n'en être que spectateur et de rester sur le bord de la route alors qu'on se bat aussi. Mais bon, on y croit, parce que si on n'y croit pas, je veux dire, c'est la fin. Donc, on y croit, on continue à se battre et on vous remercie infiniment, vous, Thierry et tous ceux qui nous soutiennent, parce que c'est comme ça qu'on va avancer, parce que ce qu'il faut, c'est trouver des solutions thérapeutiques pour tous, mais mieux encore que ça, c'est d'atteindre la guérison, c'est notre objectif ultime, c'est le Graal. Trouver un traitement universel qui conviendrait à tous pour vaincre la mucoviscidose, parce que c'est pour ça que nous sommes là. Et puis, merci de nous y aider. Et puis, bon succès à vous, parce que vous le méritez, parce que vous avez un grand cœur et que c'est grâce à vous, des personnes comme vous, que les choses avancent. C'est la solidarité, parce que tout seul, que ça soit n'importe quelle cause, seul, on n'est pas grand-chose. Merci beaucoup. Merci André. Donc c'est moi qui ai tapé, effectivement, j'ai juste oublié, c'est juste impardonnable. Pour me mettre à moitié à poil sur les slides, il est bon. Pour mettre la phrase, tu l'as vu ? J'ai vu. Dans la phrase dans les yeux de Loli, il s'est contenté dans le logo. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompent pas. Merci d'être là, Sébastien. Merci à vous de nous avoir invités. Forcément, c'est toujours un plaisir pour nous d'être associés à toutes les causes qui peuvent nous permettre d'avoir de la visibilité. Madame l'a très bien dit. Alors, la maladie de Loli, dans les yeux de Loli, pourquoi ? C'est une maladie génétique aussi. À la différence de la mucoviscidose, c'est qu'elle ne peut pas être connue avant. Personne n'est porteur de cette maladie. C'est une maladie qu'on appelle de novo, c'est-à-dire c'est une mutation qui se crée au moment de la fécondation. Donc, pour nous, c'était un bébé tout à fait normal jusqu'à ses 10 mois, 12 mois. Et ensuite, la mutation opère à l'intérieur de son petit corps et transformation complète, perte de repères, perte d'autonomie, perte des stéréotypes manuels apparaissent et beaucoup d'autres choses. Donc voilà, ça c'est une maladie génétique qui est d'une très forte particularité parce qu'elle touche l'ensemble du corps humain. Ça touche le système central nerveux. Alors pour être un petit peu précis, c'est sur le segment MECP2 qui produit la protéine MECP2. Cette protéine MECP2, on en a tous besoin pour vivre, aussi bien les hommes que les femmes. Sauf que cette maladie touche essentiellement à 99,9% des petites filles. C'est ciblé sur le chromosome X. Cette protéine permet en fait de réguler l'ensemble du corps humain. Donc, si vous voulez, c'est comme si dans le corps de ma fille, il se passait
comme dans une grande ville, si on enlevait les feux rouges et les feux verts, ce serait évidemment le bordel. Mais c'est exactement ça. Elle se bat contre cette maladie au quotidien, nous aussi. On remercie forcément Eric et Christian et l'ensemble des personnes qui peuvent répondre présent pour nous soutenir. Parce que ce qui est important, comme le soulignait madame, c'est la visibilité. Vous avez la chance d'avoir eu Olivier Véran dans vos trucs. J'espère qu'il n'a pas menti à ces occasions-là, d'ailleurs. Mais je trouve que ce qui manque à nos associations, à nos maladies, surtout génétiques, c'est de la visibilité. On a besoin de cette visibilité pour que les gens connaissent nos besoins, connaissent les besoins de nos enfants et qu'on sache en fait où on en est. Nous aussi, nous espérons un traitement curatif, puisque c'est une maladie qui intéresse énormément les chercheurs parce qu'elle est extraordinairement complexe. Et on estime que s'ils trouvent là-dedans, on sera capable de soigner énormément de maladies génétiques au monde. Donc aujourd'hui, il y a 54 équipes de recherche sur la partie curative de la maladie, donc la thérapie génique. Malheureusement, il y a 15 jours, on a pris un petit gros coup d'arrêt puisqu'un laboratoire, pour ne pas le citer, Novartis, s'est retiré de la thérapie génique qui devait sortir commercialement cette fin d'année et s'est retiré au dernier moment puisqu'ils ont quand même, par l'attrait de l'argent, ils ont quand même caché énormément de faux résultats. Et du coup, voilà. Mais en parallèle, il y a un autre laboratoire américain, Taysha, qui est à 2 doigts de nous sortir la thérapie génique. Et à côté de ça, on a aussi énormément de traitements pharmacologiques qui permettent d'avoir le bien-être de nos enfants au quotidien. Donc ça, c'est une grosse avancée. Alors moi, personnellement, je me suis engagé. Cette association, je ne suis que le papa de Loli. C'est Yanis et Georges qui s'occupent de cette association. Moi, personnellement, je me suis engagé au niveau national dans l'association du syndrome de Rett, la FSR, à un poste important pour développer des choses, notamment pouvoir avoir de l'accueil de nos enfants dans la rééducation intensive, parce que dans le polyhandicap en France, encore une fois, on laisse nos enfants pas marcher, quoi. Voilà, s'ils ne marchent pas parce qu'ils ne peuvent pas, donc on ne pousse pas, on ne fait pas. On a droit à 1/2 heure de kiné par semaine. Donc là, c'est un peu compliqué pour les faire marcher. Donc le but est de créer une structure qui pourra accueillir et faire de l'intensivité, au moins sur des périodes de vacances scolaires ou autres, pendant 15 jours, pouvoir activer sur 7-8 heures de travail les enfants. Et ça a des résultats extraordinaires à l'étranger, donc on espère l'importer en France. Donc ça, c'est une de mes missions. Et pour ça, on va essayer de trouver des moyens de financement. La soirée de l'autre soir était un projet. Donc, j'espère une belle soirée. Voilà, donc on a réussi à quand même ramener 370 personnes sur une soirée de gala. Et vraiment, je remercie toutes les personnes présentes. Christian, bon, Eric n'est pas venu, mais ça, je lui retiendrai plus tard. Voilà, donc pour nous, jeune association aussi, l'important, c'est, comme je vous disais, au-delà du financier, évidemment, c'est important, il ne faut pas se leurrer. La partie financière est très importante puisque j'ai reçu un mail tout à l'heure avant de venir. On a des équipes formidables qui s'occupent de nos enfants dans le département, il faut le souligner. On a la chance d'avoir des structures à Poyestre, la structure Andas, qui est formidable, sur Palavas, l'Institut Saint-Pierre qui se bat pour ses enfants comme des fous. Et j'ai reçu un mail commun parce que les mecs réfléchissent en fait au bien-être de nos enfants et ça c'est formidable. Mais sauf que voilà, il faut créer, pour qu'elle puisse manger correctement, il faut qu'elle ait une chaise adaptée. Pour qu'elle puisse suivre quelques heures d'école, il faut qu'elle ait une chaise adaptée à l'école. Et tout ça à chaque fois, pour la verticaliser, tout ça à chaque fois, c'est vrai que ce sont des outils qui sont de l'ordre de 2500 à 3000 euros. Ça, plus quelques trucs à la maison, l'adaptation, il y a beaucoup de choses. Et voilà, donc l'association Dans les yeux de Loli a été créée pour soutenir Loli, évidemment. Mais le deal avec les 2 présidents, c'était un petit peu comme eux, quoi, hein, la générosité. C'est hors de question que ce soit que pour Loli. C'est pas là pour payer les vacances à ma fille. Par contre, on a décidé d'aider et on aide plusieurs enfants, pas forcément que dans le syndrome de Rett, mais essentiellement dans le syndrome de Rett.
J'ai entendu un monsieur Joie qui parlait de la petite Emma et de Codiès de Fenouillet. Oui, voilà, nous aussi nous l'avons soutenu et on a rendez-vous cette semaine avec eux pour aller les rencontrer parce qu'ils nous ont énormément touchés. C'est une famille formidable qui souffre et voilà, on se permet d'agir aussi hors du syndrome de Rett parce que le principal c'est le bonheur des enfants. Et ça aussi, je tenais à remercier Joie parce que quand on est dans les structures médicales, nous, malheureusement, on y passe du temps, et bien, ça fait plaisir d'avoir ce genre d'intervention. Donc, vraiment, je tenais à remercier aussi l'action de Joie. Merci Sébastien. Merci à vous. Et c'est ça qui est aussi stimule et montre que voilà des toutes petites actions, des fois pas très importantes, permettent d'avoir des conséquences plus importantes. Et c'est en ça aussi que votre parcours est admirable. Vous dites que c'est pas extraordinaire, mais je vous garantis que de l'extérieur, c'est vraiment extraordinaire parce que vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pourrez très bien vous concentrer que dans le côté sportif, mais cette dimension humaine que vous apportez à votre projet, elle est, je vous le dis, vraiment extraordinaire. Mais au niveau sportif et personnel, il faut quand même qu'on vous livre quelque chose, c'est qu'on pense très sincèrement que l'ensemble des actions que vous faites dans ces associations nous apporte beaucoup plus que... Enfin, on est convaincu que ça nous apporte beaucoup plus que ce qu'on vous apporte. Ça nous apporte la force, ça nous apporte l'énergie. Il y a des moments où dans le casque, quand on commence un peu à accuser le coup, enfin, où on commence à avoir la fatigue qui nous vient, on a des pensées pour toutes ces associations. On a des pensées pour les enfants atteints de mucoviscidose. On a franchement, c'est vraiment des pensées qui nous motivent et on le verbalise entre nous. Quand on dit allez, celle-là elle est pour Joie, celle-là elle est pour Stop Violence. Donc je pense que ça nous apporte beaucoup plus que ce que... Voilà, c'est purement personnel, mais quand tu parles d'effet papillon, et je pense que c'est aussi à l'inverse. Enfin, c'est un sentiment inversé. Il y a encore une autre association que vous soutenez dans votre projet, c'est Onco Parcours. Du coup, je ne sais pas si quelqu'un va nous rejoindre pour en parler sur scène. J'ai pas vu les filles de Onco Parcours ce soir. Mais moi, je peux en parler si elles ne sont pas là. Voilà, un dernier coup de main qu'on a voulu donner avec l'association et nos partenaires. Un partenaire s'est rajouté très généreusement sur la fin là, de notre préparation. Et donc, très légitimement, on a dit, tiens, on va en faire profiter un 5e. C'était pendant le fameux mois Octobre Rose. Et naturellement, quand on a vu qu'il y avait une association toulougienne qui œuvrait contre le cancer du sein notamment, naturellement, Christian et moi, on a porté une 5e action humanitaire, effectivement. Alors, du coup, Nicolas, tu vas être le meilleur... Onco Parcours, voilà, tu l'as dit, Eric, c'est une association toulougienne, mais c'est la seule association qui accompagne la femme atteinte de cancer gynécologique et cancer du sein dans le département. C'est-à-dire qu'elle encadre la femme de A à Z quand elle apprend qu'elle a le cancer. Donc ça va de l'encadrement social sur l'encadrement esthétique, avec tout ce qui est socio-esthétique, les perruques, le maquillage, la perte des cils. Donc c'est une association que notre équipe a accueillie récemment. Elle est à Naturopole, bureau du parc. Elle bénéficie de 120 mètres carrés mis à disposition par la ville et par Perpignan Méditerranée, où le loyer est petit. Mais vraiment, c'est une association qui répond à un besoin énorme. Alors nous, on est heureux que vous l'ayez appuyée, puisque maintenant, elle fait partie du paysage toulousien pour nous accompagner. Et je suis heureux que vous la souteniez comme nous. Merci beaucoup. Juste, merci pour elle. C'est le docteur Catala que vous connaissez qui est la médecin et qui drive cette association. Ben, tu parlais de ruissellement, et c'est le mot, la dimension humaine, le ruissellement. Depuis que nous vous soutenons, ben, nous avons fait la connaissance de Daniel Fita avec l'association Joie.
pour lequel nous allons lui remettre le chèque du docteur Nicolo, qui a fait le spectacle, le premier spectacle de la salle Elminari et qui a reversé la totalité des bénéfices à l'association Joie. Notre rencontre a fait que nous sommes mis en lien avec l'association Stop Violence 66. Il faut encore creuser le partenariat, mais sachez que la ville de Toulouse est derrière vous. Et maintenant, on coparcourt. Donc, on est dans le ruissellement, on est dans la dimension sociale, humaine, et vous êtes à l'image finalement de la ville qui vous a vu grandir. Merci beaucoup. Merci. Alors du coup, c'est vrai que vous mettez en lumière des associations, mais du coup, comme Nicolas le soulignait tout à l'heure avec la fameuse photo avec le drapeau, vous bénéficiez vous aussi du coup d'une superbe exposition que vous partagez, et du coup, on va pouvoir suivre sur la suite tout le parcours médiatique. Que vous pouvez du coup avoir, et que vous nous expliquez du coup les chiffres que je découvre en même temps que nos amis ce soir. Du coup, les 12 heures de programme quotidien envoyé depuis le terrain, c'est-à-dire en fait c'est la couverture de l'étape. Oui, il y a une couverture globale. Bon, on ne va pas vous abrutir de chiffres. Le Dakar, bien sûr, est retransmis sur plusieurs télévisions. Je ne sais plus dans combien de pays dans le monde. 190. Finalement, en tout cas, c'est personnel. Moi, ce qui m'intéresse presque le plus, c'est ce que les médias font aussi au niveau départemental, local. Puisque ce fonctionnement en triangulaire fonctionne beaucoup à notre niveau départemental. Après, oui, on peut effectivement, avec toute cette visibilité, voir que le Dakar est très suivi. Mais comme notre kiff premier, c'est pas de passer à la télé, celui-là, je m'en fous un peu. Je préfère, par exemple, l'Indépendant qui a promis de nous suivre, donc les 5 Catalans du département, et de mettre en avant nos 5 associations. Je préfère, monsieur, rappelez-moi, le journal catalan qui nous suit, qui patiente tranquillement avant de boire un coup alors qu'on est tous desséchés, et qui va lui aussi parler de nos associations, etc. Voilà, moi perso, ça me fait plus kiffer qu'Eurosport et l'équipe. Pendant l'édition de l'année dernière, malgré toute la routine, le petit process de la compétition, vous avez quand même pris le temps de communiquer pendant la course. Et ouais, j'imagine que c'était pas toujours facile, mais c'est vrai que vous nous faites vivre de l'intérieur aussi par vos réseaux sociaux et c'est ce qu'on peut voir sur la slide suivante si tu veux avancer. Donc là, c'était surtout de mettre en lumière effectivement que c'est une couverture mondiale qui est importante, mais donc là, on a fait un petit peu un focus, donc on n'a pas pu mettre effectivement aujourd'hui tous les médias, donc le journal catalan, donc vous nous excuserez, on vous avait pas mis dessus, mais deuxième coquille. Deuxième coquille, non mais il y en a d'autres, parce qu'il y aurait pas en avoir d'autres. Donc effectivement, il y a une communication locale qui nous touche énormément, que ce soit la presse écrite et Internet, que ce soit France 3, que ce soit les radios, France Bleu Roussillon et Littoral FM, que ce soit... on a aussi un webzine donc, qui nous suit, qui s'appelle Rallye Raid Passion, qui nous fait une couverture qui est, on va dire, qui est quotidienne et qui met en lumière aussi nos actions, et ça nous permet, nous, de les partager. Donc en fait, il faut un énorme travail en amont qui nous permet à nous de nous en appuyer pour pouvoir communiquer là-dessus aussi. Donc ensuite, donc, tu parlais des réseaux sociaux, donc on essaye, donc je vais laisser la parole à Eric là-dessus, mais on essaye de faire vivre en fait le Dakar de l'intérieur sur que ce soit Facebook ou ensuite on parlera un petit peu de WhatsApp, puisqu'il y a une grosse communauté dans la salle ici. Donc voilà, on essaye surtout de faire vivre le Dakar de l'intérieur.
Réseaux sociaux, oui, donc le WhatsApp. Ouais, non, WhatsApp, on voulait parler. Ouais, on fait régulièrement donc sur Facebook des lives. Ah oui. Donc tous les soirs quasiment. On essaiera effectivement de faire vivre tout ça tous les soirs. Et puis il y aura le groupe WhatsApp sur lequel à peu près tous les invités ce soir seront inscrits. N'hésitez pas à vous désinscrire si les messages sont un peu trop agressifs en nombre. Mais en tout cas, vous y serez tous. Et puis, sans aucun problème, on communiquera là-dessus à chaque fois que l'on pourra. La ville de Toulouse sera une manière pour nous, pardon Christian, de vous filer encore un petit peu plus d'infos, un groupe dans le groupe. Oui, aussi des gros remerciements au service communication de la ville de Toulouse qui assure aussi une couverture médiatique importante et régulière, donc en publiant les communiqués de presse tous les jours. Voilà, donc c'est un max de communication et ça nous touche énormément. Et un petit dernier clin d'œil aussi à l'association Los Amigos, ils ne veulent jamais qu'on en parle, mais Marc Combé, qui est secrétaire de l'association, qui est toujours prêt s'il y a du boulot à faire pour le faire, même si on essaie de ne pas trop l'embêter avec ça, mais il est toujours présent. Et mon père, qui ne veut jamais que je le dise, mais c'est lui le président de l'association Los Amigos. Un détail qui n'en est pas un, mais l'année dernière, comme vous le savez, il est avec nous. Cette année, il ne vient pas, ce coquin. Il va pleurer toutes les larmes de son corps le 26 décembre, mais tant pis pour lui. Il avait le choix et cette année, ça sera notre interlocuteur à distance numéro 1. Alors, j'ai senti un petit message subliminal sur le gosier qui commençait à être un peu sec. Du coup, alors ce que je vous propose, c'est que... Ils sont polis, il n'y en a pas un qui s'est levé. C'est vrai. Vu qu'on va pouvoir profiter d'un petit moment convivial juste à côté, après dans le hall, si vous avez des questions, si vous avez envie d'interagir avec nos deux champions ce soir, ce sera l'occasion juste à côté. Je vais laisser le dernier mot à Nicolas, si bien évidemment, alors je sais que tu seras à fond, toi derrière eux, et encore plus la ville de Toulouse, parce que vous êtes des représentants vraiment extraordinaires, aussi bien en tant que sportif que du projet humain. Du coup, forcément, on sera tous derrière vous. Nicolas, je te laisse le dernier mot avant de nous inviter à aller profiter de ce petit moment juste à côté. Merci, vous remercier au nom des Toulousiens, des Toulousiens, vous dire qu'il y aura 7500 personnes qui vont vous porter. Et vous l'avez vu l'année dernière, c'est une force exceptionnelle. Quand vous avez derrière vos écrans, que vous faites les likes, que vous partagez les choses avec les habitants de notre ville, eh bien vous vous sentez porté. Sachez qu'on sera derrière vous, et je crois que le fait qu'il y ait une ville derrière vous, mais que vous avez identifié, et je crois que ça vous porte. Et je pense que l'année dernière, le résultat que vous avez fait, qui est un très bon résultat, est dû aussi, en partie, au fait qu'il y ait des Toulousiennes et des Toulousiens qui soient derrière vous, qui vous encouragent, qui vous poussent. Alors cette année, vous nous connaissez les Toulousiens, on veut toujours plus. On veut toujours plus. Donc on croise les doigts, et quand vous serez au fin fond de l'Arabie Saoudite, eh bien vous aurez un petit village qui pensera à vous et qui sera très 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 fier de vous. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Merci Eric, merci Christian. Vous avez le dernier mot. C'est vous qui allez clôturer ce moment un peu interactif et qu'on va poursuivre ensemble de manière encore plus conviviale. Juste à côté, vous souhaitez bien évidemment bonne chance pour le trajet et Inch'Allah. C'est le mot le plus adéquat pour espérer que vous la franchissiez encore cette ligne avec ce drapeau qui est presque un doudou. Du coup, on espère avoir cette même photo et encore plus de buzz. On va faire en sorte. Un tout dernier remerciement à la maison Villa de Toulouse qui nous a préparé et vous a préparé quelques mets qui suivent maintenant et de quoi boire un coup. Merci à la maison Villa aussi.